premier panel intitulé Femmes et politique. J'ai deux invités. À ma droite, Madame Kadiatoussi. Madame Kadiatoussi, Madame Si Kadiatousso. Voilà. D'accord. Voilà, Madame Si Kadiatousso, ancienne ministre. Comme vous le savez, elle était dans ce pays ministre notamment des Affaires étrangères. Première femme gouverneure de Bamako, membre fondateur de l'ADEMA. Et puis, elle dirige depuis un moment la plateforme anti-Abana Touche pas à la Constitution. Et à ma gauche, vous avez Madame Traoré Anan Keïta. Quand je préparais cette émission, je me suis informé. Elle a un diplôme en lettres modernes, c'est ça. Elle est romancière. Elle est auteure notamment d'une œuvre qui s'appelle Femmes sans avenir, aux éditions LV Zir. Mais il faut dire que la CIDN a repris, a réédité le bouquin. Actuellement, elle est en train d'écrire un livre qui s'appelle L'islam entre mythe et réalité. De l'autre côté, elle est journaliste, directrice de deux quotidiens, Nouvel Horizon et Soir de Bamako. Alors, Femmes et politique, c'est le titre de ce sujet, de ce panel. Et en préparant cette émission, j'ai regardé encore une fois avec plaisir les dictionnaires, le dictionnaire des femmes célèbres du Mali, de Demba Konaré. Les femmes, comme elle qualifie les femmes, j'ai trouvé ça excellent, extraordinaire. Elle dit que ce sont des mères, des épouses, des princesses, des reines, des géomanciennes, des amazones. Voilà comment elle parle des femmes, les qualificatifs. Et j'ai trouvé ça merveilleux, je voulais répéter ça, mais à mes deux invités, je voulais dire que nous sommes en face des jeunes de l'association malienne de veille citoyenne. C'est une association qui fait de la veille citoyenne, qui lutte pour l'égalité entre l'homme et de la femme, le progrès de la démocratie. Ils encouragent aussi le fait d'aller voter, donc je voulais vous remercier d'être là. Et à Madame Si Kadiatousso, ce sera la première question. Quand vous prenez l'histoire politique du Mali ou l'histoire du Mali culturelle, tout simplement l'histoire du Mali, est-ce que vous avez un modèle de femme? Quel est votre modèle? Si je vous pose cette question, vous répondrez quoi? On va allumer, le technicien est là, sinon on va allumer, voilà. Merci beaucoup. Je suis heureuse de participer à ce panel et je salue toutes celles et tous ceux qui sont là. Je pense que toutes les femmes maliennes, en tout cas de notre génération, ont certainement parmi les modèles une qui s'est fait remarquer, c'est Awa Keïta, qui a été députée, la première femme députée du Mali, indépendant. Et elle s'est battue aux côtés des hommes pour conquérir justement l'indépendance et elle est restée debout jusqu'à la fin. Donc c'est un modèle pour nous autres, la génération qui est venue après. Il y a eu d'autres femmes qui se sont battues pour la cause des femmes. Elles n'étaient pas forcément des femmes politiques. Elles ont œuvré pour le progrès social et pour l'épanouissement des femmes en général. Je pense à Tanti Sera-Diop, paix à son âme, à d'autres qui ont été aussi des pionnières de l'indépendance. Et de façon plus proche, disons, celles qui sont de notre génération, j'ai des aînés qui constituent des modèles pour moi, mais il y en a une en particulier, malheureusement, qui nous a quittés, Madame Diakité Sanamba Sissoko, qui était une femme très déterminée, très courageuse, qui était déjà dans les partis clandestins, au moment où on ne pouvait pas créer de parti au Mali. Et après, elle était avec nous, membre fondatrice du parti ADEMA. Donc je m'en tiens là pour ne pas, pas du tout. créer de problèmes, parce qu'il y en a beaucoup d'autres de nos aînés et qui aujourd'hui, je pense, constituent quand même des modèles qui sont dans différents partis politiques au Mali. Je voudrais insister un peu sur le Awa Keïta parce que c'est une référence pour tout le monde. Je crois qu'elle est née en 1912. Son histoire est fabuleuse parce que papa
vient de Kouroussa en Guinée. Il était d'abord ancien combattant. Et puis il arrive, il travaillait dans l'administration coloniale, il avait les moyens, il était polygame. Awa Keïta n'a pas eu d'enfant, on peut le rappeler. Avec son premier époux, elle a quasiment 14 ans de ménage. Elle a divorcé et puis elle s'est remise avec quelqu'un d'autre. Mais ce qui est important à dire sur Awa Keïta, c'est quand même elle a étudié. C'est-à-dire elle était sage-femme, on peut le rappeler. Elle est partie à Dakar, au Sénégal. D'abord elle a étudié ici, à l'école des filles métisses. Alors elle, quand même, ce qui est frappant, c'est qu'elle est à la fois politique et intellectuelle, on peut le dire ça. Oui, absolument. Et c'était à l'époque très rare. C'est pour ça que pour les femmes, c'était les modèles. Oui. Parce que rares étaient les filles qui allaient à l'école et qui continuaient leurs études et qui arrivaient à trouver un emploi, comme à l'époque, évidemment, c'était la fonction publique, hein, tout le monde était fonctionnaire. Donc c'est surtout sa détermination, sa pugnacité et le fait qu'elle ait agi, elle ait milité avec les hommes, elle ait combattu aux côtés des hommes, sans complexe aucun. Oui. Et que, bon, elle a aussi, avec d'autres de sa génération, elles ont permis de jeter un peu les bases de ce qu'on appelle l'épanouissement des femmes maliennes, quoi, sur le plan aussi bien politique que social, économique. Donc c'est quand même à retenir pour les jeunes générations. Et puis je voulais ajouter aussi, pour terminer avec Awa Keïta pour le moment, c'était une femme extraordinaire parce qu'elle a travaillé au nord, à Gao, elle a travaillé à Barkala, à Niouno, comme pour dire que le Mali, c'était pas seulement Bamako. C'était... Absolument. Voilà. Absolument. Madame, oui, un modèle. Oui. Bon, moi, je tiens le bout du fil, comme dit Ahmadou Bourma, complète quelque chose que Madame Si vient de dire. L'une des raisons pour laquelle elle a divorcé Awa Keïta. Elle n'avait pas d'enfant. Oui, elle n'avait pas d'enfant, elle a divorcé avec son mari, c'était parce que... Le poids de la famille. De la famille, et aussi parce qu'elle était une femme très, très, si je peux dire, ouverte par rapport aux femmes en ce temps-là. Et c'est là le conflit a commencé entre elle et par rapport aux femmes de cette époque. Et c'est ça qui a déclenché en quelque sorte les problèmes entre elle et son mari. Il y a eu aussi beaucoup de femmes leaders, si je peux appeler ainsi. Je commence par Madame Adamba Bounari, Bintou Samankwa et Madame Sika Diatou, qui sont toutes des femmes leaders, chacune à sa manière. Voilà. Merci bien. Alors, j'ai quelques chiffres. En 2013, sur 147 députés, en 2013 toujours, il n'y avait que 8 femmes au Mali, sur 703 maires de communes. Et le Mali se classe quand même se plaçait déjà parmi les dizaines, parmi les 10 plus mauvais du monde. Est-ce que ça a changé aujourd'hui, de 2013 à aujourd'hui? Bon, je pense qu'il y a une évolution qui se fait, qui pour nous autres femmes est lente, nous paraît très lente par rapport au rôle que les femmes ont eu à jouer, notamment dans l'avènement de la démocratie, dans la conquête des libertés fondamentales, aussi bien publiques qu'individuelles. Lorsqu'on voit le rôle des femmes dans ce combat-là, et qu'on constate ce que vous venez de dire, leur faible représentation au niveau aussi bien des postes électifs que des postes nominatifs, on se dit qu'il y a quand même un problème. Il y a une forme d'injustice qui est là. Je dirais même qu'il y a un déficit démocratique qu'il faut regretter. Parce que, en principe,
elles constituent, comme on dit, constituent la majorité de la population. Elles ont un potentiel énorme et les laisser en marge des instances de prise de décision, c'est quelque part ne pas utiliser ce potentiel-là. Dans l'intérêt de la société malienne, dans l'intérêt de la nation, parce que c'est quand même une composante très importante. Et je pense qu'il y a l'évolution, si les chiffres que vous donnez, il y a même eu un petit recul. Vous savez, la deuxième législature, donc 97, la première législature c'était 92 et 97. Il n'y avait que 3 députés, 3 femmes députées. Et toutes d'ailleurs du parti majoritaire, l'ADEMA. Et ensuite, lors de la deuxième législature, il s'est trouvé que justement, les responsables du parti ADEMA ont décidé d'imposer, parce que c'est aussi ça le problème. Si elles ne sont pas sur les listes, elles ne peuvent pas se faire élire. Mais comment les mettre sur les listes, alors que les hommes pensent que c'est leur domaine réservé, et il fallait une volonté politique et une certaine fermeté au niveau de la direction du parti pour que, au niveau des sections du parti, qu'on mette les femmes sur les listes. Donc, on s'est retrouvé de 3 députés à 18. Et malheureusement, jusque-là encore, on n'a pas atteint ce chiffre-là au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est bien dommage. Mais ceci dit, lorsqu'on regarde ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant, on est obligé quand même de constater qu'il y a une plus forte envie des femmes maintenant et un certain courage des femmes d'aller et de se lancer dans la politique. Malgré toutes les contraintes qu'il y a autour de cela, malgré les craintes qu'elles ont, il y a de plus en plus quand même de femmes qui osent s'engager en politique et qui essayent de se battre pied à pied avec les hommes. Madame Traoré, ça a évolué. 2013, je disais tout à l'heure, 14 femmes élues à l'Assemblée nationale sur 147 députés, 8 femmes seulement maires sur 703. Sur 703 communes. Est-ce que ça a évolué, la présence des féminines dans la vie sociale politique du Mali? Si, ça a évolué, mais l'évolution je trouve que l'évolution est très lente. L'évolution est très lente par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres pays même limitrophes, comme le Sénégal, qui est déjà à 35%. Alors, l'évolution est un peu lente, mais cela est dû aussi à beaucoup de facteurs. Mais le facteur le plus important, c'est le facteur éducatif. Parce que dans une société comme le Mali, une femme qui pense à faire de la politique ou à faire de la gouvernance, elle est indexée et elle est très très mal vue. Alors, du moment où une femme est indexée et mal vue, et il y a risque qu'on parle mal de sa réputation soit plus ou moins affectée, alors très très vite elle s'est recroquevillée sur elle-même. Et je reste persuadée que ça c'est l'un des facteurs vraiment essentiels. Et évidemment, il y a aussi l'acharnement des hommes, si je peux dire ainsi, et il y a le poids de la société et le poids de la famille. Alors tout ça fait que les femmes, elles réchignent à vraiment se lancer dans la vie politique. Mais pour résoudre à tout ça, moi je crois qu'il faut qu'on commence par l'éducation. Il faut commencer par l'éducation, ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va prendre peut-être 25 ou 50 ans, mais ça, ce n'est rien dans la vie d'une nation. Mais cela dit, oui, l'éducation c'est bien, mais il faut aussi voter des lois. En 2015, par exemple, il y a une loi qui a été votée, la loi qui impose 30%, je crois, 30% de femmes au poste nominatif et électif, pas seulement. Voilà. Comment vous avez accueilli cette loi
Madame En fait, Kadiatousso. pour moi, ce n'est qu'une étape. Oui. Logiquement, la Constitution est claire. Oui. C'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui. Il n'y a pas de discrimination sexuelle ou religieuse ou autre. C'est ce que la Constitution dit. Donc, logiquement, partout où les compétences existent pour pouvoir un poste, si on a besoin de 2, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Si c'est 4, il faut qu'il y ait 2 femmes et 2 hommes. Bon, mais le constat est que si on n'a pas une politique volontariste pour faire bouger les choses, ça va rester à ce niveau et les décideurs restent pour le moment les hommes et presque exclusivement. Si on les laisse faire, il n'y aura presque pas de femmes au niveau des instances de prise de décision. Donc, cette loi est venue un peu comme pour un peu bousculer les gens, pour motiver, pour impulser une sorte de progrès dans ce domaine-là. Donc c'est une étape. Mais l'idéal, évidemment, ce serait la parité. Mais je voudrais quand même signaler que les textes, il en existe dans nos pays en général. Le problème, c'est leur application. Lorsque un gouvernement fait voter un texte de loi comme ça à l'Assemblée, que lui-même ne respecte pas, n'applique pas ce texte-là, ça pose problème. Lorsqu'on met en place un gouvernement, après avoir fait voter cette loi-là, logiquement, on devrait avoir 30%. Ça n'a pas été le cas. Ne parlons pas des autres administrations d'État, hein, les gens n'en tiennent pas compte. Ça, c'est un problème. Donc, il ne suffit pas de voter des textes de loi pour régler le problème. Il faut que dans la pratique, qu'il y ait vraiment une réelle volonté de faire appliquer ces textes-là. Au-delà de ça, lorsqu'on prend au niveau rural, parce que là, quand on parle des quotas en général, on voit les femmes, nous autres, les femmes au niveau des villes qui ont un certain niveau d'instruction, c'est celle-là qu'on voit. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe au niveau du monde rural aujourd'hui, moi je dis qu'il y a plus de progrès dans ce domaine-là qu'au niveau des centres urbains. Quand je vois les femmes devenir mères dans des communes rurales où la tradition reste très forte, où vraiment les pesanteurs socioculturels sont énormes, quand j'ai vu, puisque je travaille dans le cadre du projet d'appui au développement communautaire dans les communes rurales, vraiment j'étais impressionnée de voir des femmes mères dans les communes rurales. Et une petite anecdote, on était allé pour une cérémonie avec des partenaires au développement, comme on dit, et puis la femme qui nous a accueillis, qui est mère de sa commune, avait son bébé au dos. Comme pour dire, oui, je suis une femme élue, j'ai des responsabilités, mais en même temps, je suis une mère. Et mon bébé, je ne veux pas le laisser là-bas, l'abandonner, alors qu'il a besoin de moi. Et pendant qu'elle lisait son discours de bienvenue, bon, le bambin s'est mis à crier. Bon, elle ne s'est pas gênée. En un tour de main, elle a tourné vers elle, elle lui a donné le sein. Elle a continué à faire son discours. Bon, donc ça, c'est des images, moi, qui me restent vraiment. Je me dis, il y a une évolution qui est en train de se faire. On doit absolument concilier les deux. Concilier sa vie de famille, les exigences, puisqu'on a des fonctions sociales qui sont là, on n'y peut rien. Et nous tous, on est là, on est obligé de gérer le ménage, et quel que soit le niveau de responsabilité qu'on a. Mais en même temps, on est obligé aussi d'assumer nos responsabilités professionnelles, politiques, associatives, etc. Donc, concilier les deux là, ça c'est difficile, c'est sûr. Mais il faut pouvoir évaluer tout ça et apprécier l'évolution qualitative, pas seulement voir l'évolution quantitative, voir l'évolution qualitative. Et moi, je trouve que si ça continue comme ça, il y a vraiment de l'espoir pour les femmes et pour les hommes, parce qu'en fin de compte, c'est un combat pour la société, le progrès de la société, ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes. Madame Traoré? Moi, je crois que je comprends ce que Madame Si a dit par rapport à l'évolution à l'intérieur du pays, plus qu'à l'intérieur dans les régions, plus qu'à Bamako, parce que la plupart de nos sociétés sont des sociétés matriarcales. Ça veut dire que c'est la femme qui fait presque tout. Ça veut dire si ce n'est pas la période de l'hivernage où le monsieur va au hameau pour cultiver, c'est la femme qui fait tout au long de l'année. Ils ont leur petit jardin
et elle cultive, c'est elle qui doit avoir son jardin cultivé, préparé, amené au monsieur. Ça, c'est les sociétés, la plupart des sociétés ici sont des sociétés matriarcales. Mais ce que je veux dire est que les 30% dont l'Union africaine et les Nations unies ont dit d'appliquer, moi je crois que il faut exiger au niveau des partis politiques qu'il y ait les 30%. Ça veut dire que chaque parti politique doit respecter ce quota de 30%. Et si les partis politiques commencent à respecter ça, je crois qu'il y aura un peu plus de progrès. En plus, il faut l'inscrire dans la Constitution. L'inscrire dans la Constitution noir sur blanc, et il faut qu'il y ait des lois pour appliquer cela. Il faut qu'il y ait des lois pour appliquer cela. Ce n'est pas seulement l'inscrire dans la Constitution et laisser. On voit, quand je viens de donner l'exemple du Sénégal, on fait frontière avec le Sénégal. Le Sénégal, ce n'est pas le Rwanda qui est l'autre côté de l'Afrique centrale. Déjà, le Rwanda est aujourd'hui à 58,3%. C'est le pays qui maintient la parité homme-femme, même plus qu'en Occident. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est un pays qui est dans le continent africain, ce n'est pas un pays en Europe ou en Australie. Et ça donne vraiment la Namibie, la même chose, 55%, l'Afrique du Sud, le Sénégal. Alors, ça, c'est des exemples à prendre, c'est pas des rêves, ce n'est pas des gens qui viennent de notre temps, mais c'est maintenant. Et le Rwanda, l'exemple du Rwanda, ça a commencé seulement en 98. En 98-2000, ils ont commencé à respecter la parité, et il y a plus de femmes représentées et dans le gouvernement et dans l'Assemblée, plus que partout au monde, même plus qu'aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Mais il faut veiller à appliquer, il faut vraiment veiller à appliquer ces lois. Le problème de nous, les Africains, c'est quoi? On passe la journée à prendre des décisions et des lois, mais le temps d'arriver de les appliquer, on ne peut pas les appliquer. Il n'y a pas de sanctions qui s'en suivent. Et ça, c'est vraiment malheureux. Alors, je voudrais, allez-y. Juste sur la question des partis politiques. Je pense qu'il est très important que les femmes qui militent dans les partis politiques, qu'elles se battent réellement pour être dans les directions des partis politiques. Parce que c'est comme ça qu'elles peuvent influer sur les décisions. Le problème, c'est que les femmes, en général, restent enfermées dans les mouvements des femmes de tel parti, mouvement des femmes de Susdadema, de RPM, etc. Donc, elles sont là-bas, et lorsque vous regardez la direction des partis politiques, elles seront peut-être 2-5% maximum au niveau de la direction. Et c'est là où les décisions se prennent, c'est là où le combat se fait réellement. Donc, il faut qu'elles se battent pour cela. Si elles ne se battent pas pour cela, elles vont rester tout le temps en marche. C'est un problème réel qui existe dans notre pays. Sinon, ce qui est dit, les 30%, les partis ont eu beaucoup de mal à appliquer, mais comme ça commence à être appliqué, il y a eu pas mal de difficultés, mais ils ont été forcés de le faire parce que ça a été lié à la question du financement public des partis politiques. Donc ça les a poussés, ça les a sérieusement motivés à mettre des femmes sur les listes. Il ne faut pas non plus croire que c'est parce qu'on a plein de femmes sur les listes qu'elles vont se faire élire. Quelquefois, c'est juste pour la forme. Il ne faut pas croire non plus que toutes les femmes, et c'est important de le dire, ont une conscience claire de l'importance de l'émergence des femmes à des niveaux tels que les choses changent dans notre pays. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui, une fois qu'elles sont à certains niveaux de responsabilité, ne pensent pas que leur exemplarité, leur comportement exemplaire peut aider d'autres femmes à émerger et peut renforcer le combat que nous menons pour l'épanouissement de la femme. En fait, ce que vous dites, c'est simple. C'est-à-dire, on peut être, par exemple, femme du parti Adema, d'un parti de l'opposition, etc. La lutte doit être transversale, c'est-à-dire du genre, femme de tous les pays, unissons-nous d'abord. Oui, mais en même temps, lorsqu'on est membre militante d'un parti politique, on est obligé de travailler à la
mise en œuvre du projet de société de ce parti. On se bat pour ce parti. Mais lorsqu'il y a une compétition qui se fait dans son parti entre un homme et une femme et qu'on est une femme, logiquement, on devrait soutenir la candidature de la femme pour qu'il y ait un certain équilibre, parce que c'est tellement déséquilibré aujourd'hui. Logiquement, ça devrait être comme ça. Mais lorsque deux partis ont des programmes différents ou des projets de société différents, on ne peut pas demander à une militante d'un des partis d'aller voter pour une femme de l'autre parti alors que les projets de société ne sont pas les mêmes. Ça, c'est effectivement un débat. Certains pensent qu'il faut qu'on soutienne, quel que soit le parti auquel la femme appartient, il faut qu'on la soutienne si elle est candidate. Cela peut se faire, par exemple, à supposer qu'on se trouve dans un cas de deuxième tour où mon parti n'est pas au deuxième tour et qu'il y a une femme qui est en tête au deuxième tour et qui est d'un autre parti. Bon, si je dois voter pour la femme. Ça peut être une façon d'encourager les femmes à être plus solidaires entre elles, à se soutenir face à ces questions-là qui sont très très difficiles. Alors il y a une question que j'aimerais poser à Mme Sika Diatousso et à Mme Traoré. Vous êtes dirigez une entreprise, vous avez assumé des responsabilités dans ce pays, vous êtes encore à la tête d'une structure, une association politique très présente. Et quel est le regard que les hommes portent sur vous en tant que chef? Est-ce qu'ils acceptent d'être commandés par une femme ou d'être membre d'une association, d'une rédaction par exemple, dirigée par une femme, ou d'une association dirigée par une femme? Quel est le regard, franchement, qu'ils ont quand ils vous regardent? Vous savez, je pense que c'est un peu, un peu même paradoxal. Oui. Il y a une part d'admiration et puis en même temps une certaine méfiance. Ah oui, quand même, elle ne va pas venir nous commander ici, etc. Mais en même temps, ça c'est au début. Mais une fois qu'on commence à travailler, moi j'avoue que tout au long de ma carrière, je ne me suis jamais posé la question, est-ce que je me comporte en femme ou non. Il y a un travail à faire, on le fait. Il y a une mission qui est confiée, que qu'on soit homme ou femme, je pense que ce qui est important, c'est d'accomplir sa mission et de le faire bien pour que ce soit les hommes ou les femmes qui sont autour se rendent compte qu'on est effectivement en train de faire ce pourquoi on est là. C'est ça qui est le plus important. Une fois qu'on a fait ça, en général, les hommes et même les femmes, parce que dans ça, là, cette adversité-là, il n'y a pas seulement que les hommes. Hein. Lorsque vous avez dans votre équipe quelques femmes, elles ont tendance d'abord à freiner un peu, à être à vous regarder de loin, à dire « Ah oui, bon, je suis déjà commandée à la maison par mon mari. Hein. Peut-être celles qui ne sont pas mariées par mon père ou mon frère. Si au bureau aussi, au boulot, je dois être commandée par une femme, alors que moi-même je suis une femme, ça me pose un problème. Mais c'est le comportement qui est, à mon avis, le plus important. Et c'est ça qui peut amener les gens. Moi, j'ai toujours utilisé un peu le ressort culturel qu'on a. Hein. Les hommes, l'orgueil masculin qui est connu, surtout quand je se trouve face aux femmes. Je me dis, quand je suis dans une équipe et je suis leader, le responsable de l'équipe, je fonce et je tire sur la corde sensible. Parce que voir une femme devant, foncer, prendre les risques, ne pas se fatiguer de travailler, ils se disent, mais quand même, c'est une femme et nous autres là, on est là. Donc souvent, j'ai tiré sur cette corde-là pour entraîner les hommes qui sont dans mon équipe. Et une fois que je les vois avancer, je m'arrête et c'est eux qui font le reste du travail. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'il y a aussi, peut-être je vais terminer sur ça, la question qui est fondamentale, le soutien de la famille. Une femme qui veut réussir en politique, c'est très important qu'elle ait le soutien de sa famille. Et c'est très différent des hommes. Un homme n'a pas à se poser trop de questions. Est-ce que ma femme sera d'accord? Est-ce que mes enfants seront d'accord? Est-ce que mes parents autour de la famille seront d'accord? Une femme, puisqu'elle a d'autres obligations que les hommes n'ont pas, si elle n'a pas le soutien de la famille, si elle n'est pas aidée par sa famille, et qu'on continue à jeter un regard plutôt négatif sur les femmes qui font de la politique, à considérer que bon, elles abandonnent leur foyer, leurs enfants, qu'elles ne participent tout le temps à des réunions, elles sont tout le temps en réunion, si elle n'a pas ce soutien-là, elle ne peut pas faire longtemps
la politique. Il faut absolument qu'elle négocie pour que sa famille l'aide à mener son activité politique en même temps que son activité professionnelle. On a souvent un complexe, nous les femmes, on veut faire comme les hommes. Moi j'ai dit, ce que j'ai appris de ma petite expérience, c'est qu'il ne faut pas justement suivre les hommes sur ce terrain-là. Vous, en tant qu'homme, Serge, vous pouvez passer toute la nuit et revenir à la maison au petit matin en disant à madame, bon, j'étais dans une réunion politique. Oui. Elle ne fera pas d'histoire. Enfin, rares sont les femmes qui vont faire des histoires. Elle peut être un peu jalouse au début, mais après, elle va laisser passer. Mais les femmes, une femme qui va en réunion, quel que soit le niveau d'instruction qu'elle a, le niveau de responsabilité qu'elle a, quel que soit le niveau d'instruction, le niveau de responsabilité de son mari, il y a problème. Rentrer à 2h, 3h du matin, ça pose problème. Donc j'ai fini par dire aux camarades, pour les réunions, j'ai dit adaptez-vous à mes horaires, parce que vous n'aurez pas de problème à la maison en rentrant à 3h, 4h du matin. Moi, même si mon mari ne me le dit pas, parce que j'ai la chance d'avoir un mari qui est militant en même temps que moi, et nous avons mené le même combat, mais je fais attention parce que je sais que ça peut un jour créer des problèmes. Donc adapter les horaires de réunion aux femmes qui sont, elles ne sont pas nombreuses. Il faut vous adapter à leurs horaires pour ne pas les entraver dans leur action, dans leur engagement. Et j'ai réussi cela. Et je pense que les femmes doivent ne pas hésiter à imposer ce genre de choses. Sinon, un jour, s'il y a problème dans la famille et il y a problème au niveau du parti, parce que les crocs en jambes, les trahisons et tout ça, là, ça ne finit pas dans les partis politiques. Et si vous vous retrouvez à avoir des problèmes avec vos camarades de parti et aussi à la maison, bon, c'est la déprime. Hein. Voilà. Madame Traoré est femme, leader, dans un groupe où il y a des hommes, des femmes, c'est facile. Votre vécu quotidien, c'est quoi? Bon, en fait, moi, j'ai jamais mis dans ma tête que voilà, je suis une femme et que je gère une entreprise. Depuis que j'enseignais à la Flash, vous enseignez quoi? Littérature moderne. Alors, depuis que j'enseignais, je venais, je pose mon sac et je commençais le cours. Après ça, à la rédaction, ça a été la même chose. Mais avec le temps, c'est quelqu'un qui a attiré mon attention sur ça. Moi-même, je n'ai pas fait attention. Il y a eu de résistance après le comité de rédaction, et quand on discute et on désigne la ligne éditoriale et ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Mais je vois le lendemain, parfois dans le journal, il y a autre chose. Alors c'est quelqu'un qui a attiré mon attention, qui m'a dit, parce qu'il y a entre eux quelques-uns qui refusent que vous leur dictez la ligne éditoriale. Mais je n'ai jamais pensé, parce que peut-être dans ma tête, voilà, on travaille égal à égal. C'est à partir de ce jour-là que j'ai changé de manière de traiter. Évidemment, vous allez croire que je suis devenue plus calme ou plus modeste, mais non, mais je suis devenue encore plus dure et j'insistais sur mes décisions parce que il ne faut pas se cacher la face. Quand on dirige n'importe quelle entreprise, il faut veiller aux intérêts de l'entreprise. Sinon, comment vous allez faire marcher les choses et à la fin du mois payer les travailleurs. Alors, et moi, je partais droit et je ne dirais pas pitié, mais voilà, je me disais, on est là dans le cadre de travail, il faut travailler. Mais par contre, parfois, ce qui choque, c'est la résistance, c'est d'autres femmes qui essayent de vous tirer vers le bas. C'est pas les hommes. Parfois, à un moment donné, comme a dit Mme Sikadia Tousso, les hommes, voilà, ils deviennent dociles, très gentils quand ils comprennent que, voilà, vous êtes là pour travailler et que parfois, même si vous êtes plus âgé que ces hommes-là, il y a des uns et des autres quoi que, voilà, ils peuvent plaisanter avec vous ou vous m'excusez de terme, vous draguer. Et quand ils voient qu'ils sont devant un mur, là, le respect, ça devient encore double. Mais
c'est les femmes qui sont toujours là à tirer les autres femmes vers le bas. Même dans le milieu politique, elles sont là à toujours casser les autres femmes. Moi, je crois que si les femmes sont solidaires entre elles, je crois qu'elles peuvent aller. Les hommes sont très très solidaires entre eux. Mais je sais qu'il n'est pas le cas des femmes. Et je l'ai remarqué dans tous les domaines, même dans n'importe quelle entreprise ou dans un parti politique. Moi, je crois que si les femmes deviennent solidaires entre elles, je crois qu'elles peuvent arriver à faire des belles choses. Madame Si, Kadete Ousso n'est pas d'accord avec vous. Je veux dire que, bon, elle n'est pas dans, elle a dit elle-même, elle n'est pas dans le milieu politique. Oh, c'est jamais. Oui, ça peut venir. Bon. Ouais. Mais, en fait, c'est une illusion, quoi, que de croire que les hommes dans les partis politiques sont solidaires. La différence, ma soeur, entre les deux, c'est quoi? C'est que les femmes, nous les femmes, on a tendance à exprimer tout de suite clairement notre opposition ou notre adhésion à quelque chose. Les hommes, excusez-moi, c'est le constat que j'ai fait. Même s'il y a des rivalités vraiment très fortes entre eux, c'est de façon sournoise qu'ils se font des crocs en jambes. Ils ne vont pas étaler sur la place publique leur désaccord avec eux. Et ils ont plus d'expérience que nous, les femmes, et donc ils manipulent les quelques femmes qui sont autour d'eux et ils les orientent dans un sens ou dans un autre. C'est ce qui se passe. Donc, les problèmes de la solidarité entre les femmes, c'est que souvent, les hommes interviennent, c'est vrai, mais elles aussi, puisqu'elles démarrent dans le métier, entre guillemets, elles ont tendance à vivre mal l'autorité ou la suprématie, ou je ne sais pas comment dire, qu'une femme soit plus visible qu'elle, parce que, je le disais tout à l'heure, elles subissent, avec beaucoup de frustration, un certain nombre de choses dans leur foyer. Ce n'est pas seulement le mari, c'est les belles-sœurs, et d'autres membres de la famille qui leur font subir des choses qu'elles digèrent mal. Et lorsqu'elles se retrouvent sur le terrain politique ou au niveau professionnel, elles ont tendance à vouloir se libérer quelque part. Et le fait de voir une autre femme comme elle venir prendre un peu toute la place, ça crée ce sentiment, ça renforce ce sentiment de frustration. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on peut être rigoureux. Les femmes peuvent être rigoureuses comme toi dans ton entreprise, faire accepter les règles du jeu, et vraiment être très rigoureux, mais sans autoritarisme. Parce qu'une fois qu'on fait preuve d'autoritarisme, ça bloque. Ça bloque aussi bien les hommes que les femmes. Et ça, je pense qu'il faut que nous fassions attention à cela. Mais tu as raison, la solidarité entre les femmes doit être. Mais au niveau même des associations féminines, il y a un gros travail à faire dans ce sens-là. Qu'elles se retrouvent, qu'elles se mettent ensemble pour mener le combat qui va être un combat pour la société. Les femmes vont en profiter parce qu'elles sont majoritaires, mais au bout du compte, c'est la société qui va en profiter. Je voulais insister sur la solidarité des femmes. Est-ce qu'on ne peut pas quand même dire que cette solidarité manque, puisque quand on prend les chiffres, il y a quand même plus de femmes que d'hommes dans un pays comme le Mali. Si les femmes étaient plus solidaires, s'il y avait plus de réseaux, voilà, il y a la création par exemple des réseaux des femmes parlementaires, des femmes anciens ministres, des femmes enseignantes. Si c'était de manière transversale, il y avait cette bataille pour l'égalité des droits dans un pays comme le Mali, c'est valable ailleurs, est-ce que les femmes n'auraient pas plus droit à la parole dans la cité qu'aujourd'hui? Bon, le réseautage est en train de se faire. Et le dynamisme des associations féminines, c'est ce dynamisme-là qui a fait qu'aujourd'hui, on a quelques progrès. Même si on l'a dit toutes les deux, c'est très lent encore. Ça devrait aller plus vite que cela. Mais je pense qu'avec la génération qui est après nous, celles qui sont là, il y a d'autres défis, il y a d'autres challenges qu'il faut relever. Et il y a plus aujourd'hui de femmes de cette génération-là qui ont moins de complexes que nous, notre génération ou avant nous, à se lancer dans cette bataille-là. Et elle va se construire progressivement. Mais il ne faut pas croire qu'on peut réussir à fédérer tout le monde, à mettre tout le monde ensemble, sans tenir compte de l'appartenance politique ou autre. Ça, ce n'est pas possible, sinon on sortirait du cadre
démocratique, de l'organisation telle qu'on l'a voulu au niveau des partis politiques, elles doivent être ensemble, les associations féminines, pour mener le combat pour le progrès de la société et donc, par conséquent, pour le progrès des femmes. Mais chacune des femmes a le droit aussi de militer dans le parti de son choix et de mener campagne pour un homme ou pour une femme. Tout dépend du candidat qui sera choisi par son parti. Je pense que c'est une question on ramène tout le temps ça, et quelquefois on dit même, ah oui, elles ne sont pas instruites. Mais lorsqu'on regarde l'Assemblée, la composition de l'Assemblée, combien d'hommes là-bas, combien sont-ils analphabètes, au même titre que les femmes? Mais quand on parle des femmes, on dit, ah, mais comme elle n'est pas instruite, on ne peut pas la mettre à tel niveau. C'est ce combat-là. Et comme tu as dit, l'éducation, là, c'est très important. Ça va être une autre génération que vous qui êtes là, les hommes et les femmes qui sont là, déjà dans votre famille, dans votre ménage, que vous éduquiez vos enfants dans le sens de l'égalité, de l'équité dans la répartition, par exemple, des tâches ménagères, pour que la femme ne soit pas confinée dans ça, la fille dans ça et le garçon dans ça. On espère, en tout cas moi j'espère que vous saurez relever ce défi-là. Nous, on a essayé, on n'a pas vraiment réussi ce qu'on voulait, mais on a fait quelques progrès, mais c'est à vous de continuer. Au Mali, on a eu une femme, vous voulez ajouter quelque chose, madame? Je voulais dire qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a les leaders politiques et les chefs des partis politiques. Je crois que ça les arrange d'avoir une mainmise sur les femmes. Pardon? Sur les femmes. Non, pas les femmes, et même les hommes. Ça veut dire combien de chefs, combien de présidents de partis politiques il peut préparer l'après-soir. Ils sont combien? Et il est là dans sa tête, il est là à vie. La relève. La relève, non, il ne pense pas à la relève. Et je crois que le fait de ne pas penser à la relève, il prend tous ceux qui sont sous ses mains, comme si, voilà, ils sont là pour lui et toute la vie. Or, dans les grands partis, dans les grands pays, comme, bon, je ne veux pas toujours donner l'exemple des États-Unis, la Belgique, mais même au Rwanda, c'est un pays africain, et ça veut dire quand il n'y a pas le chef du parti, automatiquement, et c'est comme ça que ça doit être. Ça veut dire, vous n'êtes pas là, il y a votre adjoint qui est là, il y a l'autre adjoint qui est là, et c'est comme ça que ça devient des institutions autonomes. Mais ici, le chef d'un parti politique, il est là à vie. On le voit, ça veut dire tous les autres courent après lui. Il est là, tous les autres du parti, il est là, il est venu, alors on lui ouvre la porte, il veut boire, on lui tend le verre, il veut manger, on lui tend la cuillère. On sent comme une sorte je ne sais pas moi, je ne veux pas employer un mot qui choque, mais voilà, mais moi je crois qu'il faut sortir de ce cancan. Ça veut dire qu'il faut casser ces menottes-là. Et il faut traiter les gens qui sont dans son parti ou les gens avec qui on est d'égal à égal. Et moi je crois que c'est comme ça qu'un parti peut continuer pendant 200, 300, 500 ans, comme on a vu dans les plus grands pays. Mais ici, parfois quand celui qui a créé le parti ou celui qui le dirige n'est pas là, le parti meurt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé après moi. Qui peut? Il pense à lui, mais il ne pense pas au parti. Qu'est-ce qui va arriver au parti après moi? Parce que nous tous, on est appelés à disparaître d'un moment à l'autre. Ça, on est des humains, il faut le reconnaître. Bon, mais ici, le chef d'un parti est comme le président ou un roi. Alors, il est là, il veut que tout le monde soit là à sa guise. Et c'est ça qui fait que, voilà, même quand on est des intellectuels, c'est ça qui fait que et les femmes et les hommes, ils ne partent pas loin. Si ce n'est pas tout récemment, il y a 3 ou 4 mois, il y a M. Moussa Mara qui a donné le truc de son parti, je ne sais pas si... Il a passé la main. Il a passé la main aux jeunes. C'est peut-être une stratégie pour autre chose. Il n'a pas fait ça parce qu'il se quitte la politique, de mon point de vue, mais c'est déjà quelque chose. Il aurait pu donner à une femme. Hein. Mais... Pardon? Il aurait pu donner ça à une femme. Ah ouais.
Alors, il y a eu au Mali, on a eu des femmes ministres, on a même eu une femme Premier ministre, une femme président de la République. Vous pensez que c'est possible ou pas? Oui. Bon, moi Madame Sikadé Tousso. En réalité, lorsqu'on regarde, les compétences, les aptitudes des uns et des autres, lorsqu'on regarde ça, et les rôles que la femme joue dans notre société, certains souvent parlant de leur épouse disent mon ministre de l'Intérieur. Mais moi j'ai dit, en réalité, la femme est un ministre plénipotentiaire, c'est-à-dire qu'il y a tellement de rôles qu'elle joue. Elle est quoi? Elle est ministre de l'Éducation, n'est-ce pas? L'éducation, elle est ministre de la Santé. Lorsqu'un enfant tombe malade, qui l'amène? Qui va gérer? Pas seulement l'enfant, mais le beau-père, la belle-mère, tous les membres de la famille. Elle est ministre de l'agriculture dans les villages. Elle est ministre de l'Agriculture. En réalité, elle est ministre de l'économie, parce que c'est elle qui fait fonctionner l'économie familiale. Et lorsqu'on regarde le poids des femmes dans le secteur informel, qui fait vivre la majorité, selon les statistiques, les 2/3 des ménages au Mali vivent des activités du secteur informel. Et les femmes sont à plus de 75%, constituent la main-d'œuvre de ce secteur informel. Donc leur poids est là, il est important. Et les aptitudes, c'est quoi? Nous avons plus tendance, de par notre éducation, à avoir une grande capacité d'écoute. Nous sommes beaucoup plus conciliantes parce que nous sommes une sorte de mur de lamentation. Quand les membres de la famille ont des problèmes, c'est vers nous qu'ils viennent. C'est nous qui essayons de régler leurs problèmes. Et nous essayons de tout faire pour éviter les conflits dans la famille, parce que s'il y a un conflit, c'est nous qui allons ramasser les progrès. Donc, si on regarde tout ça, et qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des femmes de certains niveaux intellectuels et qui sont aussi engagées dans la politique, logiquement, il ne devrait y avoir aucun frein à ce qu'une femme devienne un jour président de la République au Mali. Mais, la question, c'est que notre société, malgré tout ça, reste très, très conservatrice. Notre société, malgré tout ce que je viens de dire, reste conservatrice. Et on n'est pas les seuls. Hein. Ailleurs, les gens ont tenté, ils n'ont pas réussi. Même femme Premier ministre, ailleurs, ça n'a pas marché longtemps. Prends l'exemple peut-être des problèmes politiques entre eux là-bas. En France, ça n'a pas duré longtemps. Celle qui a été, j'ai oublié son Edith Cresson. Voilà. Donc, chez nous, le poids de la religion est là. Quoi qu'on dise, il y a de plus en plus de jeunes. Il y a plus de jeunes qui fréquentent les mosquées aujourd'hui que les moins jeunes. Et quand on voit la qualité des prêcheurs, je m'excuse d'avance, peut-être que je vais subir une fatwa, mais quand on voit la qualité des prêcheurs et le contenu des prêches dans les mosquées, forcément, ça impacte, ça joue sur la mentalité de ces jeunes qui sont de plus en plus dans les mosquées, parce qu'il y a une sorte de désespoir qui est là, ils ont des problèmes de survie quotidienne, des problèmes d'emploi, etc. Donc ça finit par jouer sur leur mentalité, le regard qu'ils portent sur la femme. Moi, j'ai été personnellement, quelqu'un est venu me dire très gentiment, vraiment, moi, c'est toi que je voyais comme président d'abord de notre parti et ensuite comme candidate aux élections présidentielles. Bon, mais j'ai fait un petit sondage. Même si les gens t'apprécient, les leaders religieux ne seront pas d'accord que tu sois président de la République. J'ai dit, bon, mais et toi-même, quoi? Toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, bon, si il y a des réticences, or ils ont un poids aujourd'hui dans la société, est-ce qu'il ne vaut pas mieux renoncer pour le moment pour que le parti ne perde pas l'élection? Parce que si c'est toi qui es candidate et que les gens ne veulent pas d'une femme comme présidente, donc ça veut dire que notre parti va perdre les élections. J'ai dit, bon, donc, j'ai dit, camarade, règle le problème d'abord à ton niveau. Si tu penses que moi ou une autre femme de ton parti peut être demain candidate au présidentiel, commence à travailler
pour cela. Et si tu dois travailler à sensibiliser les leaders religieux, coutumiers, etc., fais ce travail et puis peut-être qu'un jour tu pourras présenter ta candidate fièrement et tu pourras mener campagne pour elle. Donc ça reste un problème dans notre société aujourd'hui. Il y a ce que les gens disent, proclament, et ce qui est dans le fin fond, dans le tréfonds de leur mentalité. Et je pense que c'est votre génération qui va avoir ce défi à relever. Je ne vois pas une femme présidente en tout cas dans les 5 ans à venir. Peut-être, on espère, dans les 10 ans à venir, si vous vous battez, peut-être qu'on aura la chance d'avoir cela. Madame Traoré, ça vous tente? Les élections présidentielles est prévues l'année prochaine. Ça vous tente d'être candidate ou pas à la présidentielle? Ça, c'est une question piège. Mais je peux dire que je ne suis ni optimiste ni pessimiste par rapport à tout de suite à l'année prochaine. Je ne crois pas qu'il y aura des femmes qui vont se présenter, même si il y a des femmes, ça va être juste pour la forme. Juste pour dire au monde qu'on est un pays démocratique et tout ça. Mais je reste persuadée que peut-être dans les années à venir, dans combien d'années, Dieu seul sait, peut-être dans 5, 10 ou 15 ans, les choses peuvent prendre un tournant dont les humains ne savent rien de ça. Mais en tant qu'humain aussi, il faut préparer ça. Ça veut dire qu'il faut préparer et qu'une femme devienne présidente. Et pour cela, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire au niveau des femmes comme au niveau des hommes. Parce que le problème, comme dit Mme Si, dans la tête, c'est aussi au niveau des garçons. Parce que tant que les hommes ne se sentent pas bien dans leur tête, les femmes aussi ne se sentent pas bien. Moi, j'ai dit, les deux sont là. Je ne suis pas dans la logique de émancipation de la femme. Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'ai dit, les deux se complètent. L'homme et la femme, l'homme complète la femme et la femme complète l'homme. Chacun a besoin de l'autre. Moi, je me mets ça dans ma tête pour être à l'aise avec mon partenaire. Tant qu'on se met dans la tête, moi je suis supérieure à ma femme, ou la femme dit je suis supérieure à mon mari, là on a faussé le chemin et personne d'entre eux ne peut avancer dans ce qu'il fera dans la vie. Moi je crois que c'est au niveau des deux. Bon, par rapport au discours religieux, moi je crois que l'État doit faire quelque chose par rapport à ça. Parce qu'on voit vraiment comment les jeunes, la ruée des jeunes vers les religieux. Moi, je crois que c'est l'État qui doit jouer ce rôle. Mais on voit que l'État même tend vers ses chefs religieux. Je ne sais pas, le salut viendra d'où. Et en fait, ces chefs religieux n'ont aucune... on est en train de filmer là. Bon, je passe à autre chose. Justement, j'allais poser l'équation. L'équation religion, femme, s'il vous plaît. Religion, s'il vous plaît. Religion, femme, politique. Est-ce que finalement les politiques n'ont pas été provoqués des religieux dans les mosquées parce qu'ils ont considéré en fait fondamentalement pour eux les religieux ou les leaders religieux c'est un peu, permettez l'expression, comme du bétail électoral, c'est-à-dire ils apportent des voix et que les religieux dans un pays comme le Mali se sont dit à un moment nous allons leur montrer que nous pouvons être hybrides, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que puisque vous voulez vous servir de nous allons venir faire semblant de venir vers vous, mais nous allons vous montrer votre vrai visage. Est-ce que finalement ce ne sont pas les religieux, par exemple, ce ne sont pas les politiques qui ont été provoqués des religieux dans les mosquées? Bon, au début, oui. Au début, mais je crois que les politiciens ne savaient pas que les religieux vont prendre le dessus
Ça veut dire à un moment, ils ont voulu les utiliser, mais voilà, on connaît le scénario de 2012, quand l'association Sabati a aidé à élire le président de 2012. Bon. On ne savait pas qu'ils vont prendre après l'arène politique en otage. Bon, mais c'est vraiment dommage. Moi, je reste persuadée qu'il faut que les politiciens fassent de la politique et les religieux restent faire du religieux, sinon on va arriver à quelque chose de catastrophique. Je laisse la parole. Femmes, religion, politique. Je pense que les religieux, ils sont comme nous, hein, ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens. Ils ont le droit de faire de la politique. Mais là où il y a problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se substituer aux politiques. Les politiques sont dans leur rôle, eux ils sont dans leur rôle, et lorsque une campagne politique démarre, chaque leader religieux a le droit de choisir son candidat. De là à donner des consignes de vote à ceux qui viennent prier dans sa mosquée, bon, c'est un pas que lorsqu'on le franchit, il y a un danger. Et justement, c'est ce qu'on a vu. Quand les mosquées se transforment en QG de campagne, effectivement, chacun a utilisé, s'est servi de l'autre. Les religieux avaient un pied en réalité, certains religieux, il faut nuancer, certains religieux avaient déjà un pied dans la politique depuis longtemps. Depuis longtemps. Certains, il faut le reconnaître, et pour l'avènement de la démocratie, moi je me rappelle les marches qu'on a eu à faire, on avait parmi nous des jeunes, je crois que leur association s'appelait Hezbollah, qui brandissaient le Coran, certains avaient le chapelet, et qui disaient qu'il fallait un changement. Mais c'était vraiment une association de jeunes qui était très dynamique. C'est différent, mais ils n'ont pas appelé, eux de leur temps, ils n'ont pas appelé à voter pour X ou pour Y. Donc, ceux qui avaient déjà un pied dans la politique, c'est les leaders religieux qui se faisaient déjà entretenir par les hommes politiques. Et ça, ils ont noué des relations avec ces hommes politiques. Et puis après, ces hommes politiques se sont dit, à partir du moment où je finance, le moment venu, lorsque j'ai besoin pour ma campagne d'avoir une masse d'électeurs pour moi, pourquoi ne pas, et ils doivent me renvoyer l'ascenseur. Et donc c'est parti comme ça. Et lorsqu'ils se sont rendus compte des problèmes qu'il y avait au niveau de la classe politique et du discrédit qui était en train d'être progressivement, en tout cas j'étais sûr, certains acteurs politiques là aussi je nuance parce qu'on a tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Lorsqu'ils se sont rendus compte de ça, certains leaders religieux se sont dit, bon, de la nature à horreur du vide, il y a un espace qui est là, on va l'occuper, on va se faire entendre. Bon, s'ils se faisaient entendre dans l'intérêt général, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire défendre les droits de leurs concitoyens qui vont prier dans leur mosquée, s'assurer la prise en compte d'un certain nombre de préoccupations qui sont celles des Maliens de façon générale, sans tenir compte de l'obédience religieuse de quoi que ce soit. Si ça serait à cela l'intérêt général, il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit d'amener un groupe de personnes à aller vers X ou Y, ça devient un peu du commerce qu'on fait. On utilise le pouvoir qu'on a sur une foule ou sur des personnes, le pouvoir qu'on utilise donc la religion pour se mettre soi-même en avant, se mettre en valeur, se rendre incontournable et après pouvoir soutirer ce qu'on peut soutirer des leaders religieux. Donc c'est un couteau à double tranchant. À l'époque, en 2013, lorsque le problème s'est posé, nos partenaires là, qui sont des bons donneurs de leçons, n'ont pas trouvé à redire lorsque les leaders religieux ont appelé à voter pour un candidat. À l'époque, certains avaient dénoncé la dérive, ils n'ont rien dit. C'est après que maintenant, ils commencent à s'inquiéter du poids des religieux dans la politique. Les citoyens, à mon avis, les citoyennes et les citoyens que nous sommes, doivent faire la part des choses. J'ai un leader religieux que je respecte, c'est lui qui est mon maître coranique, etc. J'ai confiance en lui, il peut m'orienter dans ma vie religieuse, dans ma pratique religieuse, ça c'est une chose. Mais lorsque je veux faire de la politique, je pense qu'il faut que j'accepte que lui, son rôle n'est pas à ce niveau-là. Je dois avoir
est notre leader, est notre mentor au niveau de la politique que le leader religieux. Ça dépend de nous-mêmes. Si nous nous laissons gérer par les leaders religieux, bon, ils vont nous gérer. Si nous nous laissons manipuler par les politiques, ils vont nous manipuler. Et ils sont dans leur rôle, quoi. Alors, on va aborder le dernier thème. Nous sommes dans une transition politique aujourd'hui. Comment vous voyez le rôle de la femme dans cette transition politique? Est-ce qu'elle est présente, absente? Est-ce qu'elle accompagne? Est-ce qu'elle donne de la voix dans cette transition politique? Je constate quand même que dans l'ex-junte, ce qu'on appelle l'ex-junte, mais qui est toujours au pouvoir, il n'y a pas de femmes. Pourtant, il y a des femmes militaires. Peut-être qu'elles vont être nommées, on ne sait jamais, comme ils sont en train de nommer les colonels partout. Il y a des colonels femmes. Bon, pour le moment, elles ne sont pas très visibles. On verra. Bon, mais il faut espérer qu'ils ne soient pas là, parce que leur place est sur le terrain des opérations. Ce n'est pas au niveau des structures de l'État. Ils n'ont qu'à aller combattre les ennemis du Mali sur le terrain et à laisser la place aux civils et aux politiques. Elles sont quasiment absentes au niveau des organes de la transition, en réalité. Elles sont quasiment absentes. Là, c'est tellement faible quand on regarde le nombre. Ils ont essayé au niveau du CNT, bon, mais comme c'est un organe que nous on considère comme illégitime et illégal, on ne fait pas trop de commentaires là-dessus, mais si les organisations de femmes avaient eu la latitude de désigner des femmes au niveau de cet organe-là, il y aurait plus de femmes que cela. Bon, au niveau du gouvernement aussi, on voit ce qui se passe. On verra ce que le nouveau gouvernement va donner. Mais pour l'instant, ça ne semble pas être la préoccupation première des autorités de la transition. Les femmes devraient, à mon avis, plus maintenant regarder devant quoi. Ne pas, même pour le temps qui reste là, vouloir se chamailler, se battre pour être dans un des organes de la transition, puisqu'il reste que quelques mois, mais s'organiser et se battre pour que les élections à venir là, qu'elles soient réellement là, au niveau de la présidentielle, si possible, au niveau des législatives, au niveau des régionales, des communales, etc. Ça, c'est le combat qu'elles devront mener. Madame Traoré, votre regard sur la transition? Bon, moi je crois qu'on tend vers la fin. Il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. On espère qu'ils vont organiser les élections dans les 8-9 mois à venir et que ceux qui veulent se battre, ils doivent se battre pour les élections à venir. Moi, je reste persuadée aussi que le CNT, c'est un organe, voilà, on a choisi les gens à gauche, à droite, chacun selon ses affinités. Bon, c'est la transition, quoi. Je considère comme si le Mali était un grand corps malade. Après le coup d'État, voilà, on est en période, je ne dirais pas de convalescence, mais pas de convalescence. Hein? Bon, j'espère que cette période va se passer dans le calme et la sérénité pour qu'ils puissent organiser des élections où tout le monde peut y participer normalement. Voilà, ce sera la dernière question. Le regard, donc on a parlé de la transition, mais il y a la présidentielle. Est-ce que c'est une question plutôt personnelle? Est-ce que, Madame Kadiatousson, vous allez vous engager politiquement? Est-ce que vous allez soutenir quelqu'un, à votre avis, cette présidentielle? Personnellement, je ne crois pas que ces élections-là puissent se dérouler dans les conditions vraiment optimales, souhaitables, parce que 2/3 du pays, les 2/3 sont sous occupation. Donc une bonne partie des Maliens sera exclue du choix du nouveau président de la République. Je verrai en fonction des candidatures qui seront là, pour qui je vais mener campagne. Je reste militante, je ne suis plus membre de la direction du parti ADEMA, mais je n'ai jamais démissionné de ce parti. J'ai beaucoup de griefs vis-à-vis des responsables de mon parti, mais je suis restée ADEMA, je suis membre fondatrice. En fonction de ce qui va se passer, s'il y a un candidat,
du parti Adema qui correspond à ce que je pense être vraiment celui qui va porter le changement pour le pays, il n'y a pas de souci. Mais s'il s'agit d'aller encore faire le cheval de Troie pour un autre, donc d'aller porter la candidature de quelqu'un qui n'est pas du parti, je m'opposerai à cela et je choisirai le candidat qui me paraît le plus à même de faire changer les choses au Mali. Donc si je comprends bien, vous savez pour qui vous n'allez pas voter, mais vous ne savez pas pour le moment pour qui. On n'a pas les candidats encore. Bah, d'accord. Serge, on ne sait pas encore c'est un militaire. Quels sont les candidats. Hein? Militaire. Non, vous avez dit, je sais pour qui je ne vais pas voter. Oui. Mais c'est sûr que je ne voterai pas pour un militaire parce que c'est pas, sa place n'est pas là. Sauf s'il démissionne et or, je ne sais pas le temps qu'il reste qu'il démissionne. Et même là, je pense que je ne ferai pas campagne pour un militaire. Je pense que la place... Même si c'est une femme militaire. Même si c'est une femme militaire. Même si c'est une femme militaire. Madame Traoré, même question. Même si c'est une femme militaire, je ne veux pas voter pour elle. Même si c'est une femme, militaire. Mais moi, je crois qu'on a beaucoup de... Je crois qu'il y a beaucoup qui ne se sont pas encore affichés. Beaucoup ne se sont pas encore... Ils attendent peut-être la dernière minute, ils attendent qu'ils aient plus de garanties. Parce que maintenant, jusqu'à présent, voilà, on passe par une période de tourbillon et c'est pas facile. Quelqu'un peut faire sortir la tête de l'eau s'il ne fait pas l'affaire des militaires, hop, on le prend. Alors, il y a beaucoup qui vont rester sur leur garde, beaucoup seront réticents. Moi, je crois que quand il y aura la chose va prendre la forme, on va fixer la date des élections et que la communauté internationale va vraiment nous montrer qu'elle va nous accompagner. Il y a plus de garanties de tous les côtés. Je crois qu'on aura beaucoup de candidats et beaucoup de gens peut-être à lesquels on ne s'attend pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que les élections à venir, ça va donner l'occasion à tout le monde vraiment de se présenter. Et beaucoup de gens qui n'osaient même pas se présenter en temps ordinaire, je crois qu'ils vont se présenter pendant ces... Mais ils attendent d'abord parce que jusqu'à présent, le climat social n'est pas stable. Et après ça, ils vont se présenter, on aura de toutes les couleurs et tous les âges, je crois. Merci beaucoup, j'aimerais bien vous remercier, Madame Traoré Anal Keïta, directrice de romancière, directrice de quotidien, Nouvel Horizon et Soir de Bamako. Merci beaucoup, Madame Si Kadiatousso, président de la plateforme Ante Abana, ne touche pas à ma constitution. Au fait, c'est encore Malidron maintenant. Enfin, il y a eu Ante Abana. Un moment. Maintenant, c'est Anko Malidron. Anko Malidron. Voilà. Et je suis membre, comme on le sait, du comité stratégique du M5 RFP. Et du M5 et du RFP. Merci en tout cas. C'était vraiment sympa. J'étais vraiment heureux de vous accueillir ici. Merci aux membres de l'association de veille citoyenne. Si vous avez une ou deux questions, on va les prendre avant de terminer. Je voudrais leur adresser... D'accord, ok. Allez-y, Non, c'est adresser un message voilà, pour l'association. Oui. Dans la pratique, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une floraison, multitude d'associations dans notre pays. Elles naissent, elles meurent, elles végètent un peu. Vraiment, l'objectif que vous êtes fixé est très important, la veille citoyenne. Je souhaite que vous preniez conscience et que, bon, si ça marche, c'est pour de longues années dans l'intérêt du pays. Il va y avoir, même pour notre démocratie, ça va renforcer notre système démocratique. Si vous êtes vigilant et si vous ne vous laissez pas gérer, chapeauter par des partis politiques, par des lobbies, par des opérateurs économiques qui vont vous financer, si vous réellement vous restez indépendant, vous pouvez peser, votre association peut peser sur le présent et le devenir du Mali. Mais si vous vous comportez comme beaucoup d'associations aujourd'hui dans notre pays qui sont à la remorque
de telle ou telle formation politique ou tel opérateur, en ce moment-là, je ne vous donne pas longue vie, quoi. Je ne souhaite pas cela. Et je vous souhaite bon vent et j'espère que vous respecterez aussi tout ce qu'on vient de dire ici, l'équité de genre, qu'il y aura beaucoup plus de femmes dans l'association et qu'elles vont se faire entendre et de positivement. Deux questions. On peut, une femme et un homme, pour respecter la parité. Allez-y, présentez-vous. D'accord. Bonjour tout le monde. Et c'est Solly Brahimera. Je suis le président de l'association. Ok. Moi, c'est juste pour les remercier. Et pour remercier M. Daniel. Nous sommes tout le temps dans des mouvements, comme vous venez de dire. Mais jamais satisfaits. Et voilà pourquoi il est temps qu'on regarde les choses d'une autre manière pour qu'on puisse aller de loin. Mais la chose qui nous a vraiment beaucoup fatigués dans ces derniers temps, comme l'a dit la tante, je n'ai pas voulu aller au fond de ce qu'elle avait. Mais c'était intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés dans ces derniers moments. Honnêtement, ils ne sont pas achevés comme on le souhaite. Maintenant, qu'est-ce qui nous prouve que, vous-même, peut-être ça, ma question, ça qu'est-ce qui nous prouve que si on tend vers les élections, comme vous l'avez si bien dit, dans quelques mois, on va faire des élections législatives présidentielles, municipales, qu'est-ce qui nous prouve que ça ne sera pas des élections jugées en avance? Surtout que vous étiez, comme vous l'avez si bien, vous êtes comité stratégique de M5RP, qui était l'acteur phare de ce changement. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a trop de discours divergents. Et toi, à travers, parmi même ces 5 là, et parmi ces militaires, nous qui sommes dans la fondation des dames là, on se pose la question pourquoi les changements réguliers, si vous ne n'avez pas à comprendre ce sens. Je vous remercie. Une dernière question. Justement, de l'association malienne de Veille citoyenne, voilà, allons-y. J'aimerais savoir comment est-ce que, en tant que femme, vous avez pu associer la vie familiale à la vie politique. C'est la seule question que j'aimerais vous poser. Merci, je vous laisse la parole vous deux et on va conclure. D'accord. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que les choses vont changer dans le bon sens, que même si on va aux élections, que ça va bien se passer, etc. Rien, a priori. Il faut être honnête. Dans le contexte actuel, front social en ébullition, et le front politique également, où beaucoup de Maliens se sentent exclus du processus qui doit amener aux réformes politiques et institutionnelles, bon, il y a effectivement des soucis à se faire. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas juste constater qu'il y a des problèmes. Il faut se poser la question comment on peut, s'il y a des écueils, comment on peut sauter, on peut franchir ces écueils-là. Et ça fait partie justement de votre travail, c'est d'analyser la situation et de dire comment nous, en tant que jeunes, nous pouvons peser dans le sens que nous souhaitons, que les choses marchent bien. Vous devriez, si vous avez des préoccupations par rapport à tel groupement, à tel autre, prendre votre bâton de pèlerin et dire nous sommes les principaux concernés. Ce que nous constatons aujourd'hui, que ce soit les autorités ou les acteurs politiques ou de la société civile, vous avez le droit et même le devoir de nous interpeller. Tous, politiques ou acteurs sociaux ou gouvernementaux, d'aller vers les autres pour dire attention, nous les jeunes, nous sommes préoccupés, nous nous posons des questions, nous sommes inquiets par rapport à telle et telle situation. Voilà comment nous souhaitons que les choses se passent. Et nous voulons être impliqués dans le processus depuis le départ jusqu'à la fin. Mais a priori, vous donner des garanties que ça va bien se passer, bon, c'est même vous manquer de respect et insulter votre intelligence que de vous raconter cela, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Il y a de vrais soucis, mais en même temps, il n'y a pas d'autre solution que de faire face à ces soucis-là. Et ceux qui doivent faire face à ces soucis-là, il ne faut pas croire que ça va être seulement une catégorie
de personnes qui ont une certaine expérience. Au contraire, ceux qui ont des vrais problèmes aujourd'hui, qui constituent la majorité de la population, c'est eux qui doivent prendre les choses en main, sans vouloir en même temps jeter ce que certains appellent les vieux, que moi j'appelle les moins jeunes, sans vouloir nous jeter dans la poubelle, et considérer que nous sommes avec vous, à vos côtés, pour vous accompagner dans les défis que vous devez relever. C'est ce que je pouvais dire concernant votre question. Maintenant, pour Madame, je pense qu'il y a une bonne dose d'organisation, de méthode qu'il faut avoir. Mais je l'avais dit, j'ai insisté beaucoup sur la nécessité d'avoir le soutien de la famille. Avoir le soutien de la famille. Et vraiment la famille, pas seulement le monsieur ou les enfants et tout, hein. C'est vraiment autour, les sœurs, les tantes, pouvoir confier ses enfants lorsque vous devez aller en mission. Et pour longtemps, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, mais évidemment, j'avais besoin, soit ma mère, soit une cousine ou une sœur, viennent être à la maison. Si je dois aller dans des rencontres ou rester longtemps, je dois m'assurer qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de mes enfants. Je dois m'assurer qu'ils ont mangé. Je dois m'assurer que au matin, avant d'aller à l'école, qu'ils ont pris leur petit déjeuner. Il y a un certain nombre de choses. Je m'impose cela à moi-même. Je m'impose, par exemple, de ne pas amener de dossiers à la maison. Quel que soit, je finis le travail au bureau et je rentre. Et je m'impose d'être à la maison à certaines heures. Parce que je sais qu'il y a d'autres choses qui m'attendent à la maison. Mais je m'appuie sur les membres de la famille pour m'aider dans cela. Ça, c'est ce que je peux dire pour vous répondre. Chaque ménage a sa particularité, mais chacune de nous doit réfléchir à ça. Préserver cette entente, ce climat familial, c'est déterminant pour la réussite de sa carrière professionnelle ou politique. C'est déterminant. Il faut préserver cela et se vraiment battre. Ça ne veut pas dire non plus se laisser entièrement, bon, monsieur dit tu ne fais pas ça, donc je reste. Ça ne veut pas dire la soumission, la domination, non. On est en perpétuelle négociation. Il y a des choses qui ne sont pas acceptées, on négocie jusqu'à ce qu'on arrive à les faire accepter. Et on tient compte aussi de l'autre qui est là. Il ne faut pas non plus qu'on considère comme on est devenu maintenant quelqu'un d'important, entre guillemets, que l'autre là, il n'existe plus. Il ne faut pas vouloir écraser son conjoint ou sa conjointe. Il faut pouvoir trouver un équilibre. Et c'est ça qui peut vous maintenir longtemps dans l'activité politique. Merci beaucoup. Un mot de fin. De questions, de réponses. Non, les questions étaient adressées à Madame. Mais vous répondez, vous n'allez pas vous échapper comme ça. D'accord. Bon, la première question, c'était plus personnel par rapport à Madame. Ouais. Quelle garantie? Quelle garantie? Je crois que Madame Si a répondu à votre question et c'est ce que moi je venais de dire tout de suite. Aucune garantie. Hein. Personne ne peut vous dire même que dans 9 mois on peut organiser les élections. Mais on prie Dieu pour pouvoir sortir de cette situation parce qu'on est considéré comme quelqu'un qui est hors la loi et en dehors du temps et de l'espace. Même par rapport à la communauté internationale. Vous savez, un coup d'État, ça casse le dos d'un pays. À plus forte raison, à 60 ans, 4 coups d'État, c'est la mort, quoi. Vous n'avez pas besoin que je vous dise qu'on vit tous la réalité de ce pays. Alors, on va essayer de travailler dessus et booster jusqu'à ce que le mari sorte par la grande porte de l'histoire. Par rapport à la question de la sœur, comme Madame Si vient de dire, bon, vous savez, je l'ai dit aussi, vous êtes jeune et il y a entre vous ceux qui sont mariés, ceux qui ne le sont pas, mais il faut dès le début de votre vie de foyer, il faut respecter l'autre. Et il ne faut pas croire. L'amour n'est pas la seule chose qui fait marcher un mariage. L'amour finit en 3 jours, 3 semaines, 3 mois, ça s'évapore. Mais il y a des choses qui restent. Il y a des choses qui restent comme le respect. Comme le respect, il faut qu'il y ait le respect soit réciproque entre les deux. Et il faut tenir compte de la situation dans laquelle vous vous trouvez, par exemple,
votre épouse ou votre époux, c'est très important. Et je crois que, comme a dit Madame Si, il faut être en perpétuel, la communication, l'une des bases de la réussite d'un foyer, d'un mariage, c'est la communication. Ça veut dire qu'il faut rester en perpétuelle communication. Il faut essayer de convaincre le monsieur. Le monsieur doit essayer de convaincre sa femme, de lui parler. Ça veut dire parfois on tire la corde, parfois on relâche la corde. Mais il ne faut pas le tirer jusqu'à ce que ça se coupe, évidemment. Et je crois que les choses peuvent avancer ainsi. La communication est très importante. Mais quand chacun reste dans son coin, il n'y a pas de communication, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Alors, voilà. On va terminer avec Madame Traoré qui se transforme en coach. Ça peut arriver. Elle a un autre cœur dans son conseillère conjugale. Voilà, exactement. Donc voilà, femme politique au Mali. Deux invités, Madame Traoré Anan Keïta Mouni, elle n'aime pas tellement qu'on rappelle ça, mais c'est ça aussi. Et Madame Si Kadiatousso, ancienne ministre, ancien gouverneur de Bamako, femme politique, femme leader du Mali. C'était, voilà, donc merci d'être là, Association malienne pour la veille citoyenne. À bientôt.